Ce travail donc que je vous propose est avec une collègue donc du Var, Mounia Benabala, qui est donc à l'université de Toulon. Le titre, c'est quels sont les attributs durables des services d'hôtellerie sur lesquels se basent les touristes pour faire une réservation, le cas du Var. Et là, c'est une étude exploratoire. Alors, si ça veut bien marcher, voilà. Introduction, donc, les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'écologie. Ça ne veut pas dire que tous les consommateurs accordent de l'importance à l'écologie, mais enfin, quand même, ça leur parle. Dans leur vie quotidienne, surtout les jeunes générations qui l'expriment, même à travers leurs choix politiques, je pense notamment présidentiels. Et aujourd'hui, bon, je ne connais pas le cas de la Tahiti, mais je sais qu'en France, aujourd'hui, tout le monde, tous les partis politiques intègrent donc la dimension écologique. Alors, on ne peut pas dire que c'est un phénomène de mode, parce que quand même, ils sont obligés, beaucoup de gens interpellent les zones politiques, notamment les députés, pour savoir ce qu'ils peuvent faire et jusqu'où on peut aller. D'accord. Donc, je prends par exemple juste le cas d'Anne Hidalgo. Bon, on l'a bien vu, la politique qu'elle a mise en place sur Paris, bon, écologique, mais bon, ça posait aussi des problèmes puisqu'il y a d'énormes bouchons. Donc, il y avait un choix à faire, le choix, et voilà. Alors, de nombreux changements dans les comportements est observés, acceptation plus facile des habits donc, de seconde main. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu un phénomène de mode qui est arrivé. On revend ces vêtements, on les achète. Ça fait partie du développement durable. Même en faire une mode, moyen de transport plus écologique. Alors, on discutait avec une dame, je ne sais pas si elle est là, qui était ministre du Tourisme en Tahiti, elle n'est peut-être plus là, sur justement sur le vélo. Le vélo qui autrefois, dans les années 1900, existait depuis très longtemps. Même avant, sur Paris, Marseille, Bordeaux, il y avait le tram. Bon, ils ont arraché le tram pour tout le diesel. Et là, maintenant, on remet ça au goût du jour. Ensuite, le covoiturage, évidemment, le transport en commun le plus souvent, alors avec tous les problèmes qu'il peut y avoir sur le transport en commun, surtout dans certains coins où il y a la sécurité. Et puis également le véhicule électrique. Mais en fait, le véhicule électrique, je pense que je vais mettre un bémol. Je ne sais pas pour d'autres régions comment ça a fonctionné. Parce que je vois sur Paris, c'est un peu fiasco. Hein. Vous avez tout un cimetière de voitures électriques à Orléans. Sur Paris, ça n'a pas très bien marché. Il faut dire qu'il y a deux choses. Le véhicule électrique en soi, c'est intéressant, mais par contre, c'est très polluant. Et je m'interroge vraiment. En plus, quand je vois le prix abusif, ce qu'il faut savoir, c'est fabriquer un véhicule électrique, ça coûte 3 fois rien. Ça coûte rien. Le moteur, c'est très facile à faire. Le seul problème, c'est que les constructeurs, comme ils ne peuvent pas gagner l'argent, puisque quand vous amenez votre véhicule pour en faire les vidanges, etc., mais là, ce n'est plus le cas. Donc, ils ont augmenté de manière abusive le prix, alors que ça devrait être l'inverse. Et puis, deuxièmement, vous avez un autre phénomène également, je me suis aperçu, je pense que la plupart vous apercevoir, c'est que quand la tôle, alors, soi-disant, soi-disant pour gagner, j'allais dire en termes de consommation, en fin de compte, on s'aperçoit que la tôle des véhicules, c'est pratiquement du papier carton. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il suffit que vous éraffiez quelque chose, ça y est, il faut tout changer. Bas de caisse, portière, etc. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, on peut s'interroger sur la dimension durable du véhicule. Donc, d'ailleurs, récemment, je vous donne l'information, il y a une école d'ingénieurs à Grenoble, il y a des jeunes qui ont créé une petite start-up et ils changent, quel que soit le véhicule, ils changent le moteur, quelle que soit l'année du véhicule. Hein. Ils mettent un moteur électrique et ils changent la chaîne et puis ça roule très bien. Comme quoi, on peut arriver à du pas cher et de l'écologique. Hein. Donc, voilà. Alors, la vraie question, donc, c'est quels attributs, donc, au niveau de niveau de l'hôtellerie. Alors, j'avais fait des photos. Où sont passées les photos, en fait? Ça, c'est extraordinaire. Attends. Ouais, parce que j'avais mis des photos, mais ils ont disparu, quoi. Ah non, c'est après, ouais, c'est ça. Donc, ah ouais, non, vas-y, remonte. Ouais. Non, parce que je pensais que c'était après, parce que je confonds avec l'autre de demain. Alors, vas-y, tu peux descendre, s'il te plaît. Donc, en fait, on a fait appel à une revue, bien sûr, de littérature, comme toute recherche, donc à la fois sur les labels, sur tout ce qui concerne également la transparence, sur au niveau donc d'utilisation, donc au niveau comment dire, au niveau donc des produits notamment, parce qu'il y a un vrai réel problème également au niveau de l'hôtellerie sur les produits qui sont empruntés. Il y a également sur l'empreinte carbone, tout ce qui est également donc sur les fournisseurs.
aussi la responsabilité sociale, puisqu'on parlait du côté social au niveau du tourisme. Évidemment, vous avez ce qu'on appelle la RSE, la RSO, qui est aussi largement abordée dans le cas des entreprises, hein, parce qu'une entreprise touristique, hein, que ce soit une coopérative ou que ce soit donc, une entreprise par définition, donc peut largement, à mon avis, doit remplir aussi des critères en RSE, et donc pour prendre en compte à la fois le domaine social, donc les salariés, mais également les clients. Donc, et quand même, je reviens un peu sur, sur ce que j'avais dit ce matin concernant alors les collègues ne sont pas là. Moi, je reste persuadé, mais j'ai le droit de les critiquer, que les grandes entreprises de tourisme qui vivent et qui gagnent de l'argent devraient être davantage taxées. Je suis désolé. Quand je vois le groupe Accor, par exemple, mais il y en a d'autres groupes, hein, anglo-saxons, vu l'argent que touchent les actionnaires, je suis désolé, moi je taxe. Hein. Parce qu'ils vivent du tourisme, ils vivent des touristes qui viennent, et ces gens-là, ils ont une responsabilité vis-à-vis du territoire où se trouvent leurs biens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour ça, ça me semble fondamental. Je veux dire, ils en profitent, ils en vivent, et il devrait y avoir une partie qui devrait être reversée au niveau du domaine public. Et là, ça touche, on a notamment Pierre Chal, qui est un grand spécialiste du management public, et là, ça touche au management public. Et la responsabilité, elle passe par là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est clair ou pas? C'est évident. Pour moi, ça me semble évident. Tu te sers de ce territoire-là, tu dois payer une contribution. Ce n'est pas ta propriété, voilà. Et c'est ça le vrai problème. Eux, leur problème au niveau de ces hôtels, c'est leur taux de remplissage. Ça vaut également pour les parcs d'attraction. Donc, ils vivent bien de la destination, oui, mais c'est un bien public. C'est ce qu'on appelle en économie, il y a ici des économistes. Moi, je suis dans un laboratoire d'économie et de gestion. On a des grands chercheurs chez nous sur les biens communs. C'est ce qu'on appelle le bien commun. Et le bien commun n'est pas une propriété, d'accord? Ça appartient à tout le monde, voilà, au même titre que l'eau qui coule dans la rivière. C'est clair ou pas? Voilà. Alors, donc je continue. Donc, bon, tu peux, s'il te plaît, voilà. Revue de littérature, bon, je vais passer rapidement. Donc, alors, comme le souligne le tableau précédent, et j'espère que vous faites confiance, les consommateurs cherchent à vivre des expériences de qualité tout en protégeant l'environnement naturel, donc si visité, le patrimoine culturel, la qualité de vie donc des résidents des lieux touristiques visités. Normalement, bon, dans l'optique du développement durable, ça doit être le cas. Surtout si on est Airbnb ou qu'on vit chez l'habitant. Bon, parce que le terme Airbnb, bon, c'est un terme que j'aime pas trop. Hein. Aller loger chez l'habitant, il y a très longtemps que ça existe. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a également donc la qualité de vie des résidents, donc ça c'est important, lieux touristiques, aussi des espèces animales, et puis également une collaboration et un co-engagement ont été observés chez Touristes Responsables. Je pense également qu'au niveau développement durable, on parlait donc du cas de Tahiti, je pense que le touriste aujourd'hui, il faut l'associer à une expérience, mais dans l'expérience, c'est également participer à des activités qui sont sur le territoire, d'accord? Et donc, par conséquent, ce n'est pas uniquement la côté visite. Il faut l'impliquer dans des activités. À la fois, ça va le responsabiliser, mais également, ça va lui faire apprendre la culture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va dans les deux sens. En fin de compte, ça rejoint un peu le marketing des services. Et là, je pense qu'Amba, il sera d'accord. Dans le marketing des services, en fin de compte, le client est coproducteur du service. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si il est obligé de le consommer, pour l'utiliser, obligé de consommer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous louez une chambre d'hôtel, vous allez la consommer. Vous n'avez pas loué une chambre d'hôtel pour faire plaisir et ne pas y aller, d'accord? Vous louez un véhicule. Et là, je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire, tu vas sur un territoire, et bien on te demande de t'engager également vis-à-vis de la population, vis-à-vis d'autres choses, et aussi, et inversement, le management public, donc c'est-à-dire, doit également susciter auprès du touriste un intérêt pour participer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour participer à des activités concernant le territoire. Alors tout à l'heure, Jean-Louis parlait de la vigne. Bon, ben, on peut très bien concevoir des gens, des touristes à qui on leur demande de participer à certains travaux de la vigne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un rôle éducatif. Hein. Un rôle éducatif, et c'est à travers ça que les gens vont prendre conscience de l'importance, j'allais dire, du territoire. Ensuite, où est-ce que... Oui. Alors donc, nous avons cherché à savoir quels sont les attributs des services sur lesquels, bon bref, pour choisir un hôtel. Alors, on a fait surtout une étude au départ qualitative qu'on va continuer par la suite, auprès des consommateurs nationaux et internationaux. Le choix à l'international est parce que c'est parce que les touristes viennent dans différents pays et que le Var, alors je pense qu'on va passer aux photos là, s'il te plaît. Voilà.
Alors le Var donc se trouve dans la zone rouge. Le Var, c'est, alors j'avais récupéré à nouveau les chiffres. Le Var, c'est quand même, je ne vais pas raconter de bêtises, c'est les touristes dans le Var, c'est en général, quand ils vont dans le Var, ils restent 7 jours dans le département. D'accord. Alors, tu peux descendre, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous avez énormément de sites à visiter. Donc, vous avez, bon, par exemple, le port de Saint-Tropez, mais vous avez également, bon, les gorges de Verdoux qui sont plus hauts. Vous avez surtout, vous avez également dans le Var, vous avez également donc l'île de Porquerolles qui est très connue, qui effectivement aussi est une autre qui est très claire ici comme un Tahiti. Vous avez également le massif des Morts toutes ces donc la cascade, le virage de Gassin. Il y en a encore d'autres. Hein. Et par rapport à ça, donc là c'est Brignoles. Ce qu'il faut savoir, il y a aussi un parc d'attractions. Ailleurs, si vous voulez, pour certains qui connaissent le département, il y a même une surcharge en termes touristiques, d'accord. Donc, alors vous avez dans le département, vous avez deux parties. Vous avez la partie sud qui est très donc qui est maritime. Il y a énormément de gens qui viennent surtout l'été, c'est bondé. Et après, vous avez la partie plutôt nord, en remontant sur Draguignan et après sur les Alpes. Au niveau des espèces, je veux dire, au niveau des espèces animales, vous avez surtout une espèce qui est en voie de disparition, on pourrait dire ça comme ça, qui est spécifique au massif des Morts et au Var, entre autres. C'est la tortue Hermann hermanni. Alors, pourquoi elle est pratiquement en voie de disparition? Parce qu'en fait, vous avez quotidiennement des feux qui viennent ravager le paysage varois. Il y a aussi les Bouches-du-Rhône. Hein. Et vous avez également un certain nombre de prédateurs, en passant par les sangliers. Il y a énormément de sangliers qui sont devenus des nuisibles. Hein. Et puis, donc, il y a aussi des chiens errants, et puis aussi quelques personnes qui les ramassent. Mais ça, c'est quand même épisodique. Alors, ce qu'il faut savoir sur les principaux résultats qu'on a obtenus, il y a différents profils de durabilité chez les consommateurs en fonction de la culture d'origine. Alors, les consommateurs, donc, on a donc des pays du Nord, Suède et Canada, semblent accorder davantage à la durabilité de ceux des pays d'Afrique du Nord. Donc, et là, je peux parler avec ma collègue étant algérienne, je veux dire là-dessus, il n'y a pas de notion de discrimination parce qu'elle connaît bien le problème. Et c'est vrai qu'au niveau de cette frange de population, ce n'est pas du tout les mêmes approches de la durabilité. Hein, d'accord. Donc, et c'est ce qu'elle a remarqué, mais à global, et les Français, mais également chez les Français, il y a quand même une frange de la population chez les Français qui ne respecte rien. Il faut le dire, ça. Donc, mais uniquement chez les profils socio-économiques à moyen à faible revenu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a aussi une notion de revenu, c'est-à-dire que au niveau corrélation, on peut s'apercevoir que les jeux de l'environnement, ça les intéresse pas. On a déjà parlé X fois. Durabilité, bon, eux, ce qu'ils veulent, c'est manger, quoi. Hein. C'est gagner, ils gagnent à peu près leur vie, quoi. Donc, c'est un vrai problème. Ensuite, en effet, les cadres supérieurs, les étudiants français et maghrébins accordent une importance à la durabilité, mais dans leur processus de décision, au même titre que les Suédois et les Canadiens. Donc, du coup, sur une certaine frange de population, on arrive quand même à voir, alors on parle des étudiants maghrébins, parce qu'en fin de compte, l'éducation, une fois de plus, et nous sommes tous, la plupart ici, des enseignants, que ce soit à titre privé ou professionnel, jouent un rôle important dans l'éducation, c'est clair. Sans éducation, je veux dire, on ne peut pas faire avancer les choses. Ainsi, le niveau d'éducation et la qualité socio-professionnelle semblent être des variables modératrices de la durabilité du consommateur. Donc, il faut former les gens, les informer, donc sans cesse, pour pouvoir qu'on arrive à un cheminement. Je veux dire, bon, c'est la pédagogie, tout simplement. Hein, je veux dire, donc, mais on en parle, mais pourtant, c'est ce qu'il faut. Hein, donc, alors, deuxièmement, les éléments importants pour la durabilité des destinations touristiques, la gestion de la durabilité de la destination par les autorités collectives. Là encore, il y a un rôle qui est fondamental, c'est le management public. Sans management public, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, c'est très important. On a beau faire des recherches sur le territoire, si on n'inclut pas le management public, alors là, c'est bien qu'on est passé à côté d'une problématique qui est fondamentale. Le management public aujourd'hui, c'est fondamental. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est des décideurs, même si on n'est pas d'accord sur certains, je veux dire, au niveau de leur position, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est eux qui décident, et quand ils proposent des lois, donc ils les font appliquer ou pas, et c'est autre chose. Mais deuxièmement, également, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi, il faut le dire, il y a aussi la notion de
d'argent, de subventions, d'aide. Et à force de faire du lobbying, on peut arriver dans certains territoires, obtenir des subventions pour des créations. On est d'accord ou pas? Ça, c'est important. Donc, et ça, c'est fondamental. Ensuite, je prends juste un cas très simple, hein, Futuroscope. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tous le Futuroscope à Poitiers. Bon, ce qu'il faut savoir, par exemple, René Monory, lui, si bonne mémoire, je crois qu'il avait comme diplôme un diplôme de mécanicien. D'accord. Bon. Ensuite, bon, il est rentré dans la politique, il est monté, il est devenu, je crois, ministre de l'Artisanat et du Commerce. Et la Vienne, c'était, entre guillemets, une terre à vache. Il n'y avait rien. À part du charolais, un peu de limousine, il n'y avait rien. Il a créé de toutes pièces donc, le Futuroscope. Et grâce à des moyens financiers de l'État, des subventions, il a créé, bon, aujourd'hui, le Futuroscope, il fonctionne. Alors, je ne sais pas, sur Tahiti, on a peut-être des cas, non? Non? De certains de parcs, des choses comme ça, non? Yann? Alors, à Moorea, on a le Tiki Village. Ah, le Fare Natura. Effectivement, on a le Fare Natura qui il vient d'ouvrir. Donc, mais il vient d'ouvrir, c'est ça. Il y a 6 mois, il a ouvert lors de la visite du président Macron. C'est ça. Ah ben voilà. C'est public. Ben, donc c'est très bien. Ben, c'est parfait. Donc j'ai raison. Le management public joue un rôle fondamental dans la dynamique des territoires. Au travers des subventions, des aides, on peut créer et ensuite, donc ça avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est fondamental là-dessus, c'est clair. Donc alors, évidemment, oui, juste pour compléter ton propos, Éric, pardon, ici la complexité elle est plus grande puisque tu as à la fois la compétence de l'État, mais tu as la compétence du pays. Oui, donc, bien quand sûr, on je dit comprends. management public, ça concerne à la fois l'État et le pays. Hein. Oui, je comprends. Oui, oui. Oui, ça dépend des projets, oui, bien sûr. Il y en a même l'Europe qui finance aussi dans les projets. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, Bon, on va conclure. ouais, on va conclure. Donc, les labels écologiques acquis par l'hôtel. Alors, vous avez aujourd'hui un label qui a fait surface, c'est le label de l'AFNOR. Je ne sais pas si vous connaissez l'AFNOR, non? Un organisme. Ils ont sorti un label concernant l'hôtellerie, donc qui est européen. Il y a aussi, alors, on avait sorti il y a quelques années avec Pierre Charles, on avait sorti sur un papier justement sur l'adoption des facteurs, sur l'adoption des labels. Hein. Donc, comment? Les labels écologiques, oui, la façon dont c'était adopté, comme tu utilisais. Également, donc sur le nombre de chambres réduites, de recherche du peu de chambres également. C'est vrai que aujourd'hui, certains touristes préfèrent habiter, louer chez l'habitant. Il y en a aussi de plus en plus qui vont à la ferme, hein, qui veulent aussi voir un peu les activités de la ferme, qui vont aussi dans le monde rural. Jusqu'à maintenant, on avait justement déserté, notamment en France, le monde rural. Mais il y a un reversement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que oui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui, ça je suis sûr. L'autre jour, j'ai discuté avec un étudiant là, donc, qui me disait, qui était en formation continue, qui me disait que lui était agent immobilier au Sable d'Olonne, et il me disait qu'il, dans tous ses clients, plus de la moitié, c'est des Parisiens, et dans cette moitié, il y a la moitié, c'est des retraités, mais la moitié, ce sont des salariés de Paris qui quittent, qui plaquent tout, ils arrêtent tout leur boulot, et ils vont chercher une nouvelle activité. Donc, il y a vraiment un retour au rural. Donc... et puis, bien sûr, l'utilisation de produits recyclés. Bon, le problème qu'il y a, gestion du lavage aujourd'hui, avec la sécheresse, c'est interdit de laver. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que certains utilisent des produits chimiques et c'est pas bon non plus pour la. Voilà. Conclusion, bon, je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire ensuite également, on va donc ensuite interroger sous forme quantitative plus de clients au niveau de ce territoire-là, du Var, avec plus de nationalités, pour voir un peu comment c'est perçu. Bon, il y a déjà des études qui ont été faites, mais sur le Var, c'est intéressant, c'est quand même assez très international. Il y a un autre aussi département qui est très international, c'est aussi celui du 06, hein. Donc c'est Cannes, voilà. Donc, mais je préfère, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à région PACA, les cultures sont complètement différentes. Hein. Le 06 n'a rien à voir avec le 83.
Oui, non, non, parce que je vous explique. Vous avez la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On pourrait très bien croire que bon, c'est les gens du Sud, etc. Mais vous avez la région du Marseillais. Le Marseillais, bon, c'est très particulier, c'est l'OM et compagnie. Après, vous avez le Var qui est beaucoup plus ouvert, des gens beaucoup plus. C'est une autre culture et plus agricole en fin de compte. Il y a une